Et si ce que nous pensions savoir sur Bouddha était incomplet? Et si, derrière l'image du sage méditant sous son figuier, se cachait une vérité bien plus incroyable? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans une histoire que peu de gens connaissent, mais qui pourrait bien bouleverser votre vision du bouddhisme. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va clairement vous surprendre. Chapitre 1. L'héritage d'Alexandre. Imaginez, Alexandre le Grand, après avoir conquis l'Orient, laisse derrière lui bien plus que des constructions et des routes. Il sème une graine culturelle et en même temps une graine spirituelle. Après sa mort, ses généraux fondent des cités en Asie centrale, comme Aïkanoum située dans le nord de l'actuel Afghanistan, un incroyable carrefour entre Orient et Occident. Cette cité fascinante nous livre des traces d'un mode de vie où se mêlaient philosophie grecque, religions orientales et innovations locales. Des écoles de philosophie grecque apparaissent en Bactriane et les arts hellénistiques se mélangent aux traditions locales. Ce n'est pas seulement une influence culturelle, c'est une lente alchimie des idées, une fusion silencieuse qui va finir par changer la spiritualité mondiale. On y retrouvait des gymnases, des théâtres et même des inscriptions en grec vantant la poursuite de la vertu, élément fondamental dans le futur bouddhisme philosophique. Ce mélange, vous allez voir, est beaucoup plus profond que ce que l'on imagine. Chapitre 2. Le Bouddha grec. Regardez bien, avant l'époque gréco-bouddhique, Bouddha n'est jamais représenté sous forme humaine. Jamais. Les premiers fidèles utilisaient des symboles comme la roue du dharma ou l'arbre de l'éveil. Puis soudain, des statues apparaissent, drapées comme celles des dieux grecs, coiffées de boucles sculptées à la perfection, incarnant la beauté idéale selon les canons hellénistiques. Bouddha se pare alors d'un visage humain. Il devient un être à la fois humain et divin, comme le veut la tradition esthétique grecque qui glorifiait la figure humaine. Cette rupture visuelle n'est pas anodine. Elle traduit une évolution du rapport au sacré, une humanisation du divin qui permet de rapprocher le message spirituel du croyant. Derrière l'image se cachent des concepts d'idées profondes sur la nature de l'âme, la sagesse et l'éveil spirituel. Chapitre 3. La philosophie fusionnée. L'influence ne s'arrête pas à l'apparence. Détachement, maîtrise des désirs, quête intérieure. Tout cela existait déjà dans certaines écoles grecques comme le stoïcisme ou le cynisme. En même temps, l'inverse est aussi vrai. Pyrrhon d'Hélice, compagnon d'Alexandre, revient d'Inde complètement transformé, ramenant des idées d'ascèse et de scepticisme radical qui influenceront toute la philosophie hellénistique. De son voyage naît une graine de doute méthodique, la fameuse ataraxie ou l'imperturbabilité de l'âme. Mais plus fascinant encore, l'idée de rompre avec les illusions du monde matériel, centrale dans le bouddhisme, trouve des échos dans le scepticisme grec. Est-ce un hasard ou bien assistons-nous à une convergence intellectuelle orchestrée par ces rencontres culturelles inattendues? Restez bien jusqu'au bout car la plus grande preuve de cette fusion n'a pas encore été révélée. Si ce voyage à travers les âges vous captive autant que moi, pensez à liker la vidéo et vous abonner. Cela ne vous prend qu'une seconde, mais pour nous, c'est essentiel pour continuer à dévoiler ensemble les mystères oubliés. Chapitre 4. Le royaume gréco-bouddhique. Parlons maintenant de rois, des rois indo-grecs comme Ménandre Ier, aussi connu sous le nom de Milinda, qui non seulement adoptent le bouddhisme mais dialoguent activement avec les moines indiens. Leur influence transforme profondément la spiritualité locale, rendant le bouddhisme plus accessible, plus rationnel, moins ritualiste. Et au centre de cette fusion, il affûte un lieu incroyable, Sirkap. Cette cité est construite selon un plan en damier grec, signe d'une organisation urbaine avancée. Mais ce qui frappe, c'est la coexistence de temples bouddhistes, hindous, zoroastriens et grecs. Sirkap n'était pas juste une ville, elle était une utopie spirituelle, un modèle d'harmonie interreligieuse qui aujourd'hui encore nous semble presque irréaliste. Certaines pensent même que Sirkap fut l'une des toutes premières villes cosmopolites, une ville-monde spirituelle où les croyances ne s'opposaient pas, mais coexistaient,
et s'enrichissaient mutuellement. Chapitre 5. Les missionnaires grecs inconnus du bouddhisme. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est que le roi Ashoka, célèbre empereur bouddhiste du IIIe siècle avant Jésus-Christ, n'a pas limité sa mission spirituelle au sous-continent indien. Des documents anciens relatent qu'il a envoyé des missionnaires bouddhistes non seulement vers le Sri Lanka ou l'Asie du Sud-Est, mais aussi en direction des royaumes grecs d'Égypte et d'Asie mineure. Une initiative incroyable qui appuie l'idée que des Grecs de l'Antiquité ont été en contact avec le bouddhisme bien avant la diffusion massive en Asie orientale. Ces missionnaires auraient tenté de semer les graines du Dharma dans des terres marquées par l'influence hellénistique. Une fusion spirituelle encore plus large que nous ne l'imaginions pourrait bien avoir eu lieu, mais hélas, les traces directes de ces échanges restent rares et énigmatiques. Chapitre 6. Le visage caché de Bouddha. Certaines statues du Gandhara montrent un Bouddha qui ressemble à Apollon, drapé, noble, serein, mais ce n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est une véritable symbiose culturelle. L'idéal grec d'harmonie et de beauté fusionne avec la quête bouddhiste d'éveil et de paix intérieure. Les artistes du Gandhara créaient alors un Bouddha capable de parler à toutes les cultures, un Bouddha universel. Cette fusion esthétique ainsi que spirituelle a permis au bouddhisme de traverser les frontières. Sans cette adaptation visuelle et philosophique, peut-être serait-il resté une croyance locale inconnue du reste du monde. Et il y a plus encore. Certains indices archéologiques laissent penser que des ateliers d'artistes grecs spécialisés furent invités directement dans les monastères bouddhistes pour enseigner leurs techniques. Chapitre 7. Les textes perdus du bouddhisme grec. Voici le mystère ultime. Nous savons que des textes bouddhistes furent traduits en grec et que des traités philosophiques gréco-bouddhistes furent rédigés. Pourtant, aucun n'a survécu. Pas un seul manuscrit retrouvé. Pourquoi ? Certains chercheurs pensent qu'ils furent détruits pendant les guerres qui ont mis fin aux royaumes indo-grecs. D'autres avancent l'hypothèse bien plus troublante, que ces textes aient été récupérés, cachés dans des bibliothèques secrètes, peut-être même conservés par des sociétés discrètes, à l'image des légendes entourant la grande bibliothèque d'Alexandrie. Que contenaient-ils ? Peut-être des synthèses philosophiques capables de révolutionner notre compréhension de l'éveil spirituel. Leur disparition reste l'une des grandes énigmes non résolues de l'histoire de la spiritualité humaine. Le bouddhisme n'est pas seulement une tradition orientale, c'est une histoire mondiale, une fusion inattendue, un miracle culturel. Résumons. Sans Alexandre, sans l'influence grecque en Bactriane, peut-être que Bouddha n'aurait jamais été représenté, que sa philosophie n'aurait jamais conquis le monde. Pour connaître plus d'histoires secrètes, abonnez-vous maintenant, car dans notre prochaine vidéo, nous allons lever le voile sur un autre mystère qui pourrait tout changer. Et surtout partager cette aventure avec un ami, un proche. Ensemble, redonnons vie aux mystères oubliés.